We're back and continuing with the world lead and asking questions about what happened in Venezuela over the weekend and what happens now. White House Deputy Chief of Staff for Policy Stephen Miller joins us now. Stephen, thanks so much for joining us. So a source briefed on the Venezuelan operation told me that a handful of American troops sustained bullet and shrapnel wounds, but none are life-threatening. Can you share with us how serious any injuries to American service members might be, and also any information you can tell us about any Venezuelan civilian casualties? Certaines actions institutionnelles ne se distinguent pas seulement par leurs conséquences, mais aussi par ce qu'elles taisent lorsqu'elles sont menées en dehors des mécanismes habituels. Le matin du 29 décembre, un communiqué publié par la mission diplomatique des États-Unis à Bogota a confirmé que les forces américaines avaient mené une opération de sécurité dans les Caraïbes qui avait abouti à l'élimination d'une personnalité politique de haut rang située sur le territoire étranger. Le communiqué, bref et imprécis, omettait les noms, mais son contenu a été rapidement décodé par les observateurs internationaux. Il s'agissait du président du Venezuela, Nicolás Maduro, arrêté lors d'une opération conjointe menée par des unités militaires et des agents fédéraux. Il aurait été transporté sur le sol américain avant même toute déclaration des autorités vénézuéliennes. Le même jour, le président Donald Trump, dans une interview diffusée en direct depuis sa résidence en Floride, a publiquement revendiqué la paternité du plan, qualifiant l'intervention de mesures nécessaires pour reprendre le contrôle de ressources stratégiques détournées par un régime illégitime. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La confirmation publique a été faite sans mentionner aucune autorisation formelle du Congrès, sans référence aux accords multilatéraux en vigueur et en flagrante absence d'alignement avec les procédures prévues par la doctrine de l'usage légitime de la force dans les contextes internationaux. Contrairement aux actions militaires précédentes, qui ont fait l'objet de mois de discussions au sein du pouvoir législatif ou de la construction de coalitions internationales, la décision annoncée par Trump est rompue avec la norme institutionnelle de validation préalable par des mécanismes juridiques et diplomatiques. Aucun avertissement formel n'avait été émis au préalable. Aucune consultation des alliés traditionnels n'a été enregistrée. Aucune résolution des Nations Unies ne soutenait cette initiative. L'opération n'a été communiquée au public qu'après son achèvement, sans marge pour un examen préventif. Au cours de son discours, le président a déclaré que la transition du pouvoir dans le pays voisin se ferait sous la supervision directe de ses alliés, jusqu'à ce que, selon ses propres termes, il soit possible d'organiser un transfert judicieux, sûr et fonctionnel. Aucun calendrier n'a été présenté. Aucune autorité locale n'a été mentionnée. Cette phrase, à la fois vague et assertive, a suscité des réactions immédiates parmi les parlementaires américains et les analystes des relations extérieures, car elle semblait impliquer une gestion informelle d'un État étranger à partir de structures non reconnues officiellement par les institutions américaines. Cet épisode a amplifié le malaise déjà existant parmi les membres du Congrès qui, depuis le début des mouvements militaires dans la région, demandaient des éclaircissements officiels à l'exécutif sans obtenir de réponse concrète. Au cours de la conférence de presse, Trump a fait référence à la présence de ressources énergétiques qui, selon lui, auraient été indûment incorporées par le régime de Caracas, suggérant que le contrôle de ces ressources serait désormais attribué à la nouvelle administration provisoire. Le manque de clarté quant aux limites de cette gestion, ainsi que l'absence de toute mention du département d'État, ont conduit une partie de la communauté diplomatique à qualifier cet épisode d'inflexion atypique dans la pratique de la politique étrangère. Bien que le gouvernement américain ait déjà adopté des politiques de pression économique, de blocus et de sanctions dans de multiples contextes, la décision de mener directement une action militaire dans le but de capturer un chef d'État représente, pour de nombreux observateurs, une transgression des limites de contention qui soutiennent l'architecture institutionnelle internationale. C'est dans ce type de scénario que l'attention portée aux détails et au développement devient décisive. La simple succession des faits ne suffit pas pour comprendre la portée réelle des décisions qui impliquent de multiples vecteurs institutionnels. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir un suivi continu, basé sur une analyse contextuelle et des informations qualifiées, afin de ne pas se perdre entre des versions déconnectées et des déclarations isolées. À partir de là, le débat à Washington est passé du domaine de la surprise tactique à l'analyse de ce que représentait l'opération en termes de précédents institutionnels. Dans les jours qui ont suivi la capture de Nicolás Maduro, les membres de la Commission des Relations étrangères du Sénat ont commencé à remettre ouvertement en question la légalité de l'intervention.
la sénatrice qui préside la sous-commission des opérations internationales, a demandé, dans une note publique, l'envoi immédiat de documents prouvant toute consultation du Congrès avant le début des opérations. À ce jour, il n'existe aucune trace d'une autorisation formelle fondée sur la War Powers Resolution, le mécanisme qui régit les prérogatives de l'exécutif en situation de conflit. Il n'y a pas non plus d'indication que les principaux dirigeants des deux chambres législatives aient été informés au préalable. Cette omission a renforcé l'impression que la décision a été prise en dehors des canaux institutionnels habituels, créant un vide délibératif dont les implications constitutionnelles n'ont pas encore été évaluées. C'est dans ce contexte que des signes de dissension sont apparus au sein même de la structure gouvernementale. Des rapports publiés par des médias spécialisés dans la sécurité nationale indiquant que des membres du ministère de la Défense ont exprimé leur malaise face à l'absence de protocole interinstitutionnel. L'un des points soulevés était le manque de coordination avec le département d'État, traditionnellement responsable de la coordination diplomatique dans les situations de crise. Des sources non identifiées indiquent que la décision a été prise par un groupe de conseillers informels, composé de personnalités proches du président, sans fonction officielle dans l'administration actuelle. La présence de personnalités telles que Pete Hegseth, Stephen Miller et d'autres alliés politiques lors de réunions stratégiques sur l'avenir du Venezuela a soulevé des questions quant à la légalité de la structure décisionnelle utilisée. À partir de ce moment, l'attention s'est portée sur la dimension internationale de l'épisode. Des organisations multilatérales ont commencé à publier des communiqués exprimant leur inquiétude quant au manque de légitimité de l'action. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, dans une déclaration préliminaire, a mentionné la nécessité d'évaluer les impacts humanitaires de la transition forcée du pouvoir. Le secrétaire général de l'ONU, dans une interview à la presse, a déclaré que les opérations de cette nature nécessitent un large soutien juridique et ne doivent pas être menées unilatéralement par un État, sous peine d'affaiblir les instruments collectifs de résolution des conflits. Ces positions, bien que modérées dans leur ton, indiquent un malaise diplomatique croissant face aux précédents établis. Au niveau interne vénézuélien, la situation est devenue encore plus instable. La vice-présidente de l'époque, initialement citée par Trump comme une figure fiable pour mener la transition, a publiquement rejeté l'intervention et déclaré qu'elle ne reconnaissait aucune autorité découlant d'une décision étrangère. En réponse, une partie des forces armées a déclaré l'état d'alerte, sans se positionner clairement en faveur d'un camp ou de l'autre. Pendant ce temps, les leaders de l'opposition traditionnelle vénézuélienne, tels que María Corina Machado et Edmundo González, ont critiqué le manque de transparence du processus et ont exigé la convocation de nouvelles élections générales, sous supervision internationale. La pluralité des réactions montre que, loin de produire une réorganisation immédiate, l'opération a déclenché un nouveau cycle d'instabilité institutionnelle dans le pays. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode a été considéré par les analystes comme un événement ambigu dans lequel les limites entre action militaire, politique énergétique et projet de pouvoir deviennent de plus en plus difficiles à distinguer. L'absence de justification formelle, fondée sur des traités ou des résolutions, renforce l'interprétation selon laquelle l'action a été guidée par des critères opérationnels plutôt que par une stratégie articulée de reconstruction institutionnelle. Le risque, souligné par les spécialistes du droit international, est de créer un modèle informel d'intervention à la demande, hors du champ de contrôle législatif ou judiciaire. Dans les secteurs économiques, la réaction a également été prudente. Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont publié des communiqués génériques sur la stabilité géopolitique et la sécurité des investissements, sans mentionner directement l'opération. Cependant, des articles indiquent que des représentants de grands conglomérats du secteur ont participé à des réunions techniques avec des membres de l'équipe de Trump quelques jours avant l'arrestation de Maduro. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'une coordination directe, la coïncidence temporelle a suscité des inquiétudes quant à d'éventuels intérêts économiques influençant les décisions de politique étrangère. Cette suspicion, bien que non confirmée, a été exploitée par les détracteurs de l'opération comme preuve d'une privatisation informelle de l'agenda diplomatique du pays. À partir de là, le débat s'est élargi à une discussion plus générale sur les mécanismes de frein et contrepoids institutionnels. Des juristes, liés à l'American Bar Association et à des centres de recherche constitutionnels, ont publié des notes techniques indiquant que l'opération pourrait avoir violé l'article 1er de la Constitution, qui attribue au Congrès le pouvoir exclusif de déclarer la guerre. D'autres rappellent que, même en situation d'urgence, l'exécutif est tenu d'informer et de consulter les représentants élus,
L'omission de ces procédures, si elle est confirmée, pourrait donner lieu à des litiges juridiques de longue haleine sur les limites de l'autorité présidentielle dans des contextes extraterritoriaux. C'est précisément face à cette multiplicité de fronts, militaires, juridiques, diplomatiques et économiques, qu'un suivi continu devient indispensable. Ce qui semble être un geste isolé peut en fait s'inscrire dans le cadre d'une refonte des pratiques institutionnelles. C'est pourquoi il est important de continuer à suivre les analyses fondées sur le contexte, les précédents et les informations vérifiées afin de ne pas perdre de vue ce qui est réellement en jeu. Certaines informations qui circulent encore de manière fragmentée indiquent qu'il n'existe toujours pas de rapport officiel unifié présentant avec précision et transparence les bases juridiques, les procédures opérationnelles et les accords diplomatiques qui auraient justifié l'arrestation du président vénézuélien par des agents américains. L'absence de registre public complet, avec une chronologie claire et une documentation vérifiable, laisse place à des interprétations divergentes entre constitutionnalistes, anciens membres de l'exécutif et experts en sécurité internationale. Une question centrale se concentre sur le fait que l'opération aurait été menée sans l'autorisation expresse du Congrès et sans qu'il y ait eu, avant l'événement, aucun signe public d'une menace militaire imminente de la part du Venezuela contre les États-Unis. Cette situation a conduit les analystes à discuter de la compatibilité de l'opération avec les exigences de la War Powers, résolution de 1973, en particulier en ce qui concerne l'obligation de notification formelle au pouvoir législatif en cas d'utilisation importante de moyens militaires ou d'actions susceptibles de dégénérer. Dans ce contexte d'incertitude, certaines interprétations ont émergé, laissant entrevoir une possible extension pratique, bien que non formalisée, des prérogatives de l'exécutif. La thèse avancée est que la décision se serait appuyée sur une lecture élargie du rôle du commandant en chef dans des contextes d'instabilité internationale, mettant l'accent sur la protection des intérêts stratégiques. Parmi les éléments invoqués par cette vision, l'idée de sauvegarde des intérêts énergétiques revient souvent. Le contre-argument est toutefois tout aussi récurrent. Les détracteurs soulignent que la justification fondée sur la défense des actifs économiques hors du territoire national ne trouve pas de soutien sans équivoque dans les précédents judiciaires ni dans la doctrine militaire largement reconnue. En outre, les évaluations académiques, axées sur le droit international, tendent généralement à indiquer que l'intervention décrite jusqu'à présent ne correspond pas aux normes de l'égalité multilatérale traditionnellement utilisées comme référence dans les opérations à fort impact. La controverse s'est intensifiée avec la circulation d'indices selon lesquels la vice-présidente vénézuélienne, initialement désignée comme une possible passerelle institutionnelle pour une transition, aurait été marginalisée dans les décisions pratiques malgré sa position officielle dans la ligne de succession. Les experts en politique étrangère observent que ce détail pourrait suggérer l'existence de canaux parallèles entre les représentants des États-Unis et certains segments spécifiques de l'appareil militaire vénézuélien. L'hypothèse d'un accord informel avec des secteurs dissidents des forces armées, qui n'a pas encore été confirmée par des documents publics, renforce les doutes quant à la viabilité institutionnelle de toute réorganisation du pouvoir fondée sur des accords non transparents, en particulier dans un pays qui a connu des fractures internes et des conflits de légitimité. L'instabilité s'accroît lorsque l'on considère l'attitude hésitante des acteurs politiques nationaux. Les dirigeants de l'opposition, qui pendant des années se sont présentés comme les interlocuteurs naturels d'une transition fondée sur des principes démocratiques, ont commencé à se distancier de l'opération lorsqu'ils ont compris qu'ils ne seraient pas immédiatement intégrés dans l'arrangement de pouvoir défini à l'extérieur. Dans ce mouvement, la réaction de María Corina Machado s'est particulièrement démarquée. Après des mois de visibilité internationale dans sa lutte contre le gouvernement de Nicolás Maduro, elle a déclaré publiquement qu'une transition sans légitimité populaire risquait de se transformer en un simple changement d'apparence. Une partie de la presse latino-américaine a interprété cette déclaration comme une critique indirecte du poids des acteurs extérieurs dans la refonte du système politique vénézuélien et du risque de remplacer une structure par une autre, sans base sociale vérifiable. Dans un contexte où les structures formelles coexistent avec des décisions parallèles, des doutes grandissent quant à la capacité réelle de gouvernance à court terme. On ne sait pas clairement quelle instance assumerait la gestion quotidienne des politiques publiques, ni quel mécanisme serait adopté pour convoquer des élections, établir un calendrier institutionnel et définir la portée d'éventuelles réformes constitutionnelles. L'absence de définition est aggravée par l'absence de reconnaissance immédiate de la part des gouvernements concernés de la région.
L'Argentine, le Chili, la Colombie et le Mexique ont adopté une attitude d'observation, évitant les déclarations officielles de soutien ou de rejet, dans l'attente de signes plus concrets sur ce qui a réellement été mis en œuvre et sur les garanties de stabilité. Dans le domaine de la sécurité internationale, certains experts estiment que le modèle décrit pourrait indiquer un changement de méthode dans l'action extérieure des États-Unis dans des domaines considérés comme stratégiques. Le recours à des forces spéciales avec un mandat limité, la concentration du pouvoir décisionnel dans des centres peu visibles et la réduction apparente du rôle des organes traditionnels, tels que le département d'État, sont considérés comme les signes d'une nouvelle tendance. Pour certains, cela représenterait une adaptation pragmatique à un environnement international dans lequel la coordination multilatérale s'avère plus lente et moins prévisible. Pour d'autres, cette évolution vers des décisions moins transparentes pourrait progressivement éroder l'architecture institutionnelle qui soutient l'équilibre des pouvoirs et la crédibilité des engagements diplomatiques, en particulier lorsque des actions à haut risque ne s'accompagnent pas de justifications publiques cohérentes. La dimension économique ajoute une couche supplémentaire d'incertitude. Des doutes concrets persistent quant au sort des actifs vénézuéliens liés à l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, ainsi qu'à la conception juridique qui régirait les concessions, les contrats et les éventuels appels d'offres dans un contexte de transition contestée. Des informations attribuées à des sources du secteur indiquent que les entreprises américaines attendent des signaux juridiques plus solides avant de formaliser des engagements avec toute administration émergente. En cas de stabilisation partielle, on s'attend à une dispute pour les concessions qui aurait un impact direct sur la gouvernance locale et sur la perception de la légitimité du processus. Les critiques avertissent que, en l'absence de transparence, un système de pouvoir guidé par les intérêts des entreprises pourrait voir le jour, peu réactif aux besoins de la population vénézuélienne, et incitant à prendre des décisions loin du regard du public. Sur le plan juridique interne aux États-Unis, la question se pose de la possibilité d'une contestation constitutionnelle. Bien qu'il n'y ait pas, à ce jour, d'actions formellement annoncées à cette fin, des groupes associés à la défense de la séparation des pouvoirs discutent de mesures visant à remettre en question les limites de l'autorité présidentielle dans les opérations extraterritoriales sans soutien législatif. Si la question est portée devant les tribunaux et atteint les instances de supérieures, le litige pourrait avoir des effets importants, notamment en définissant une jurisprudence plus claire sur l'usage de la force dans des situations classées comme exceptionnelles et sur la portée réelle du pouvoir exécutif face au Congrès. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur la signification à long terme de cet épisode. Pour certains observateurs, cette affaire représenterait une rupture circonstancielle conditionnée par des facteurs politiques spécifiques et sans capacité de modifier durablement le fonctionnement institutionnel. Pour d'autres, cet épisode pourrait marquer le début d'une période caractérisée par l'informalité décisionnelle, dans laquelle des actions à fort impact sont conçues et exécutées en dehors des mécanismes classiques de contrôle, de responsabilité et de transparence. L'implication de personnalités sans fonction officielle dans la discussion d'une intervention internationale, avec des conséquences géopolitiques immédiates, est considérée par certains milieux universitaires comme un indicateur de risque systémique dans la mesure où elle déplace les décisions stratégiques vers des environnements moins soumis à la responsabilité publique. Dans des contextes comme celui-ci, où les faits sont encore en mouvement et où les institutions cherchent encore à réagir, il est essentiel de suivre attentivement les développements. Lorsque l'information est partielle et que la controverse narrative s'intensifie, des analyses cohérentes et actualisées aident à distinguer les hypothèses des preuves et à comprendre la portée de décisions qui peuvent sembler isolées à première vue, mais qui ont des implications structurelles à long terme pour l'ordre institutionnel et la prévisibilité des relations internationales.